Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nul doute qu'ils se mettront d'accord aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez, bonjour à Geneviève Gotzinger, bonjour, vous êtes communicante, présidente de l'agence Image avec 2G. Et contente de vous retrouver. Moi aussi, Valérie. Heureuse de vous retrouver, on est content, on se retrouve, c'est un peu notre rentrée des classes. On retrouve les visages et les vacances, comment c'était. Jean-Luc Benamias, comment allez-vous Jean-Luc? Ça va très bien, mais j'ai quand même continué à être sur Sud Radio avec les vraies voix. Oui, je sais, ils m'ont piqué, mes forces vives. Non. Vous revenez au giron. Tout bien, tout honneur, oui. Valérie. Mais vous revenez dans mon giron. Je sais que Nicolas Corato aussi m'a fait des infidélités. Voilà. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Sophie de Menton ne devrait pas tarder à arriver, présidente du mouvement éthique, et Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Qui n'a pas l'intention de vous faire d'infidélité. Non, vous avez été fidèle, comme Geneviève. Voilà, Jean-Luc vous en veut. Non, mais ça reste dans la famille. Je vous ai prêté pour l'été. Les rencontres de Saint-Denis, une rencontre pourquoi? Une conférence sociale pourquoi? La taxe foncière qui explose, mais pas de hausse d'impôts, nous dit-on. C'est le grand en même temps. Le coup d'État au Gabon, beaucoup de sujets, évidemment, en cette rentrée. Jean-Luc, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule. Oui, ça c'est un coup de gueule par rapport à une déclaration d'une secrétaire d'État, je suis de Marseille d'ailleurs, sur la proposition de demander aux enfants des quartiers populaires de mettre un costume spécifique pour aller à l'école ou pour aller au collège. Je trouve ça totalement... on peut discuter de tout ça, pourquoi pas, même si moi je trouve ça très ringard. Mais alors là, discriminer spécifiquement les quartiers populaires, donc les gens qui sont plus pauvres que d'autres, en tous les cas, c'est le cas dans beaucoup de cités malheureusement, je trouve ça complètement ahurissant. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec vous. Autant, la question de l'uniforme peut se poser, mais pourquoi pour les quartiers populaires, c'est assez étrange. Mais j'ai l'impression qu'on va ségrégation sociale. On va entendre parler je pense, de cette ministre qui Elle parle beaucoup, oui. Oui, qui parle beaucoup, mais... C'est un peu ça, la règle politique. Maintenant, il faut parler, ne pas hésiter à dire n'importe quoi, provoquer le buzz et exister. Oui, mais c'est ce qu'Elisabeth Borne a dit au ministre de la Santé. Il faut des gens qu'on entende et on ne t'entend pas assez. Donc, voilà. c'est le buzz. Marlène Schiappa était bien dans cette veine. Hein. Voilà, c'est peut-être la nouvelle... un jour, on est rattrapé par ses bêtises, hein, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'Elisabeth Borne soit si fière d'entendre ça pendant tout l'été. Non, absolument. Mais c'est vrai que c'est... alors, elle a dit quand même, une tenue scolaire dans ces quartiers très populaires, très compliqués, enlèverait une charge mentale aux parents et réduirait les inégalités. Ce serait la charge mentale pour tous les parents, je pense. C'est cette question de l'uniforme. Peut-être vous y seriez favorable pour tout le monde? Geneviève? Bon, je me suis jamais vraiment posé la question, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que pour le coup, ça évite d'avoir des gamins avec les derniers sneakers à la mode, le ça jean, les empêchera pas. Vous allez avoir le pantalon et le. Mais de toute façon, ce sera le primaire après, et c'est plutôt le secondaire. On en a abondamment parlé. Le sujet est quand même très compliqué. À appliquer déjà, appliquer de manière obligatoire. On peut toujours essayer. Ça existe en privé, Alexandre. Je sais bien, mais dans ces cas-là, ce sont des choix. C'est-à-dire que ce sont des choix. On inscrit ses enfants dans ce type d'établissement avec des règles du jeu qui sont acceptées. J'entendais ce matin Gabriel Attal je crois que c'était sur France Inter, sur le sujet. Il n'était pas très à l'aise, déterminé. De toute façon, si ça doit se faire, à supposer que ce soit une bonne idée, et c'est peut-être une bonne idée à un moment donné pour un peu réguler, éviter effectivement des distorsions, faire un peu plus de mise sur un pied d'égalité. Il faut le faire avec un vrai consensus. C'est quelque chose qui ne peut pas être décrété comme ça en disant on fait une loi, ce sera comme ça. Il faut que les parents soient partants, il faut que les profs soient partants, que ça parte plutôt du bas que d'en haut, quoi. Et vous, Jean-Luc, vous y êtes favorable ou pas? Non, moi je suis défavorable. Je pense que c'est pas la question. La question, évidemment, la question de la pauvreté dans un certain nombre de quartiers, des 12% de gens en France qui vivent au-delà du seuil, en dessous du seuil de pauvreté, est une vraie question. C'est pas avec les histoires de vêtements qu'on va régler ça, parce que tout le monde le sait, il y a de l'inflation, certes, dans les produits alimentaires. Enfin, des vêtements sont pas, il y a des prix extrêmement bas. Donc c'est pas la question vestimentaire. Et ça ne règle rien par rapport
discrimination et au côté extrêmement difficile, on en a parlé tout l'été, on va encore en parler, de la situation dans les quartiers populaires et dans les cités en difficulté. Ouais. Je vous propose d'écouter Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Il était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin, qui lui a posé la question. C'est une idée qui vous plaît ou pas ? À titre personnel, oui. Et je vais vous dire, vous êtes favorable ? Je serais favorable à ce qu'on expérimente ou qu'on généralise un uniforme à l'école. Et je vais vous dire pourquoi. Non, attendez, à l'école. Dans les quartiers difficiles uniquement ou partout ? Pour moi, à titre personnel, dans toutes les écoles, au-delà des quartiers difficiles. Donc vous êtes favorable à l'uniforme ? Je vous confirme. Et d'ailleurs, y compris pour des raisons écologiques, si vous voulez tout savoir. Ah bon ? Oui, des raisons écologiques, parce qu'il parlait de cette fast fashion, ces vêtements peu chers qu'on achète et qu'on jette et qui produisent. Enfin, on a vu notamment en Afrique, il y a des pays qui se récupèrent tous ces vêtements qui sont peu recyclés, peu recyclables. Donc ça limiterait l'achat de vêtements bon marché qui s'entassent. Ça présente des avantages, franchement. Oui, franchement, ça présente des avantages, cet uniforme. Le risque, c'est que d'abord, ça masque les vraies réalités, parce que ça peut être un habillage, façon de parler. Et puis, malgré tout, ça n'empêchera pas les jeunes d'avoir envie, dès qu'ils sortent, de mettre les tenues qu'ils ont envie de mettre. Oui, mais quand ils seront ensemble dans le cadre de leur scolarité, ils seront sur un plan d'égalité vestimentaire, en tout cas. Je pense qu'au niveau des questions écologiques, des autres plus énormes problèmes se posent sur la planète que de savoir si on met un vêtement spécifique pour aller à l'école ou au collège. Sérieusement. Oui, enfin, les marques ou sous-marques qui ont je ne sais combien de collections par saison, tellement peu chères, c'est un vrai problème quand même. Effectivement, il y a des grandes marques chinoises, je ne citerai pas le nom, espagnoles, à bas prix, et qui sont faits par des Ouïghours qui sont quasiment en mode d'esclavage en Chine. Oui, ça pose un problème là. C'est pas un problème écolo, c'est un problème démocratique. C'est un problème écolo aussi. Parce que, encore une fois, vous avez peut-être vu ces images qui posent question sur tous ces vêtements qui s'entassent. Une espèce de déchetterie à ciel ouvert. C'est le problème de la société de consommation en général, sur lequel il y a beaucoup à s'interroger. Si vous avez moins de vêtements à acheter pour aller à l'école, vous diminuez sérieusement le nombre de vêtements achetés. Et recycler. Une remarque aussi sur la publicité Nike que vous avez peut-être vue, qui surfe sur. Alors c'est pour toutes celles que tu es, et donc ils ont ressorti leur cagoule pour les femmes musulmanes pour couvrir les cheveux. Donc l'argent n'a pas d'odeur, me dit une auditrice. Je boycotte Nike, régression et non émancipation. C'est vrai que les marques aujourd'hui surfent sur toutes ces tendances et sur ça, et tout est bon pour faire de l'argent. Même les marques de luxe. J'ai vu dans certains grands magasins à Paris des kits spéciales période de Ramadan sur des trucs alimentaires et tout. Enfin, ils y vont, mais font les ballons. Tout ça, c'est de toute façon le business, c'est partout. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue de commenter l'actualité. On va parler évidemment du Gabon, et puis on va parler de cette grande initiative du président de la République de rassembler les chefs de parti. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes spécialiste en communication politique. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Sophie de Menton qui est en retard pour sa rentrée. C'est pas bien, vous allez vous faire taper sur les doigts. C'est pas bien. Quand on dit 11h moins le quart, c'est 11h moins le quart. Oui, j'ai des excuses. Oui, vous étiez ailleurs, je sais. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va parler de la rencontre à Saint-Denis hier. Qu'en est-il sorti? La taxe foncière qui explose et puis le coup d'État au Gabon. On va peut-être commencer avec vous, Geneviève, continuer ce tour de table. Vous vouliez parler du Niger. Oui, moi mon coup de cœur est effectivement pour le président Mohamed Bazoum au Niger, parce que ça fait maintenant 5 semaines que cet homme est pris en otage et que cet homme ne désarme pas, que cet homme ne renonce pas.
tous les jours, les militaires factieux rentrent dans son bureau avec une lettre de démission et lui soumettent cette lettre de démission. Et tous les jours, Mohamed Bazoum leur dit non, je ne signerai pas ma démission. Et en fait, c'est bien parce qu'il ne signe pas sa démission que le coup d'État n'est pas consommé en ce moment au Niger et que tout est encore possible au Niger. Quand je dis tout possible, c'est-à-dire le retour au pouvoir du président Bazoum, le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Donc, effectivement, Mohamed Bazoum, ça va bien au-delà de lui, en fait, ce qui est en train de se jouer dans son pays en ce moment. Et de sa capacité de résistance, ne dépend pas juste de son sort, mais dépend en quelque sorte... la régression antidémocratique en Afrique de l'Ouest, un nouveau pas dans cette régression antidémocratique, ou bien au contraire, le retour à l'ordre démocratique et la fin de cette espèce de contagion dans le Sahel, de coups de force à répétition. Je pense qu'on dira un jour que cet homme, on va voir comment ça va se terminer, j'espère évidemment bien pour lui, j'espère évidemment bien pour son pays, mais aura été un symbole, une incarnation, l'incarnation de la démocratie, comme Nelson Mandela était à une époque l'incarnation de la lutte contre l'apartheid. C'est très différent de ce qui se passe au Gabon. Ça n'a rien à voir avec le Gabon, effectivement, rien à voir avec le Gabon. Au Niger, vous avez un président qui a été élu par 55% de sa population il y a 2 ans, qui avait des résultats en matière de gouvernance, qui avait des résultats en matière de lutte contre le terrorisme, contrairement aux États environnants que sont le Mali et le Burkina, où en fait vous avez sur le terrain une régression en termes enfin une progression des terroristes qui est absolument catastrophique. Donc ça n'a rien à voir. Au Gabon, vous avez eu une élection présidentielle le 26 août, dont les résultats ont été truqués. On sait que c'est le candidat de l'opposition, Albert Ondaossa, qui a été élu. Enfin, en tout cas, il y a de fortes présomptions que les résultats aient été intervertis, comme ça s'est passé avec Jean Ping la dernière fois. Et le coup d'État... Évidemment, aucun coup d'État n'est jamais justifiable, mais le coup d'État, c'est en l'occurrence un coup d'État de palais, c'est un cousin du président qui se dit que peut-être cette fois, ce coup de force institutionnel ne va pas être accepté par la foule et que donc pour que le clan Bongo, en tout cas l'ethnie Bongo, la région de Bongo, garde le pouvoir, il faut anticiper éventuellement des mouvements de foule en prenant le pouvoir. Voilà ce que c'est que le Gabon. Donc ça n'a effectivement rien à voir avec le Niger. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui a à voir, c'est cette rébellion un peu partout quand même en Afrique de l'Ouest et qui laisse la France un peu surprise. On a l'impression de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si Jean-Luc veut réagir à cela. Sérieusement... je suis ça de près, mais je suis beaucoup moins spécialiste que Geneviève, qui connaît ça de manière à peu près complète, quoi. Donc, la déstabilisation, ce serait qu'en Afrique de l'Ouest, ça irait aussi. C'est quand même beaucoup de pays africains qui sont déstabilisés. On parle rarement du Nigeria, 140 millions d'habitants, un pays à feu et à sang régulièrement. L'avis que j'ai par rapport à ça, c'est que même si l'histoire de ce qu'on appelait la France-Afrique est une histoire qui s'est délicatement, heureusement, terminée au fur et à mesure, mais notre présence maintenant devient extrêmement compliquée. Je pense évidemment à nos forces militaires qui sont en danger permanent et qui savent plus très bien quoi faire. Deuxième danger, tout le monde le sait, en dehors des groupes terroristes, de la reconstruction de Daesh sur un certain nombre de territoires, car c'est vraiment la reconstruction de Daesh ou de l'État islamique. Il y a toujours, je vous le rappelle, même si le chef de Wagner est décédé, la présence des troupes de Wagner et des troupes russes sur différents de ces pays. Voilà, situation difficilement contrôlable, dans lesquelles je ne sais plus très bien quel rôle peut jouer la France. Le vrai problème, c'est qu'il y a une espèce de décomposition de ce qui faisait cette espèce d'ordre, on va dire, plus ou moins international en Afrique, avec un certain nombre de pays qui jouaient quand même des rôles importants, avec des bonnes choses et peut-être des moins bonnes. Mais il y a une vraie décomposition. La nature horreur du vide, elle va se recomposer. Toutes les alliances se refont. Malheureusement, nos chancelleries n'ont pas bien compris ce qui était en train de se passer depuis des années. Donc les recompositions se feront sans doute pas à nos avantages. À la fois d'un côté, parce qu'il y a effectivement les mouvances terroristes islamistes qui sont sur le terrain extrêmement efficaces, parce qu'en parallèle de ça, les Américains sont à l'affût et aujourd'hui ils positionnent pas trop mal leurs pions dans certains pays, et on pourrait parler du Niger. Les Chinois, bien sûr, sont toujours extrêmement présents. Les Turcs jouent un rôle important. On parle même pas des Russes. On attend de voir s'il y aura des drapeaux russes au Gabon. C'est pas impossible. Tout ça est en train d'être vivant et très très actif sous nos yeux. Et on a un sujet majeur, mais dans un autre registre qui est pas si éloigné. Regardez, la recomposition
coalition des BRICS, les fameux Brésil, Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud, qui tout d'un coup se voient rajouter 6 nouveaux pays, dont 2 africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà, toutes ces nouvelles alliances, en tout cas, marginalisent, cornérisent le vieux monde, la France en particulier. Oui, Sophie. Oui, je pense que c'est un passage obligé. Il ne faut pas oublier aussi la France-Afrique, il ne faut pas oublier le Gabon et les Bongos qui arrivaient avec des valises de billets pour financer les politiques françaises, des valises de billets, c'était officiel, c'était des rapports extrêmement malsains, avec des dirigeants qui, même s'ils étaient élus, n'étaient pas vraiment démocrates, une classe extrêmement riche et des pays et un peuple très pauvre. Donc oui, l'Afrique est bouleversée. D'abord, ça fait 10 ans que la France a perdu son influence en Afrique, en gros, à peu près une dizaine d'années. Alors, à des niveaux probablement différents, mais on a perdu cette influence. On a joué avec le feu. On se souvient des mots de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Non, c'était pas Nicolas Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'avait pas pris sa place dans l'histoire. Suffisamment. Jacques Chirac. C'était Chirac. Et on a pris ça comme une critique. Ça n'en était pas vraiment une. C'était dire qu'il y avait une forme d'admiration des Africains et qu'ils pouvaient faire mieux, être plus présents. Je pense qu'on est aujourd'hui à la fin d'une forme d'adolescence, quand même, d'un continent. Et que, on passe par là. Oui, et que, non, mais c'est très embêtant. Oui, la nature ayant horreur du vide, on ne sait pas. Alors, la nature a horreur du vide, mais qui va prendre le pouvoir? L'Afrique est en train de redevenir un terrain de jeu géopolitique entre puissances. Bien sûr. La Chine, bien sûr. La Russie, oui, la Russie, évidemment. Et la Russie n'est pour rien dans le coup d'État à Niamey, comme la Russie n'est pour rien dans le coup d'État au Gabon. D'ailleurs, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de réagir avec efficacité sans se laisser avoir? Non, la Russie n'est pour rien dans le coup d'État à Niamey, mais la Russie voit un effet d'aubaine et va essayer de récupérer. D'ailleurs, les drapeaux russes ne sont pas apparus par hasard. Bien entendu, non. Mais la question, c'est celle-là. L'Afrique mérite mieux aujourd'hui que d'être un terrain de jeu entre grandes et moyennes puissances. L'Afrique méritait mieux que tous ces dictateurs corrompus. Mais jusqu'à maintenant. Mais absolument. Et donc, d'où effectivement mon coup de cœur pour le président Bazoum, qui est l'image même de l'intégrité et de la bonne gouvernance. Il y a quand même un nombre de pays en Afrique avec des dizaines de millions, je l'ai dit tout à l'heure, des centaines de millions d'habitants. Hein. Oui. L'Éthiopie, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, je ne vais pas tous les citer, hein, qui sont des énormes pays. L'Égypte. Donc les enjeux sont énormes. On parle de pays après à 10, 15, 20, 30 millions d'habitants. C'est très fracturé. Mais ces grands pays, évidemment, on en a parlé, hein, la Chine, l'Inde, les États-Unis, dans un retour potentiel, même s'ils avaient quand même largement laissé à la France la gestion au moins du nord de l'Afrique, enfin de tout ce qui était le Sahel. Bon, on peut pas oublier que ces pays aujourd'hui sont eux aussi en capacité, sans doute en tous les cas, d'avoir une vraie politique africaine et une vraie Union africaine. L'Union africaine commence à se stabiliser. L'Union africaine, hein, je parle de l'ensemble entre les différents pays. Voilà. Non, mais Jean-Luc, le plus important dans tout ça, c'est que quelle que soit la recomposition, à la limite avec ou sans, je dirais, les pays occidentaux ou un peu moins qu'avant, le plus important, ce serait que le chemin qui est en train de se construire, et on ne sait pas trop comment, fasse que tout ça fasse finalement émerger un peu plus une classe moyenne africaine, que ça tire vers le haut le revenu des populations pour qu'elles aient envie de rester, et ça c'est le sujet majeur, parce que tant qu'on aura évidemment des changements de palais où les riches sont toujours aussi riches mais ne seront pas les mêmes et les pauvres toujours aussi pauvres, les tsunamis démographiques et catastrophes sanitaires, sécuritaires qu'on aura devant nous seront encore très très nombreuses. Hein. C'était Nicolas Sarkozy, hein, l'homme africain n'est pas assez C'était le discours de Dakar. C'était le discours de Dakar. Absolument. Il y a deux choses. Jacques Chirac a eu des propos très favorables aux Africains en expliquant que on les avait pillés, spoliés, etc., et qu'il fallait qu'ils prennent un plus grand essor. Et effectivement, il y a eu cette... C'était Sarkozy. Oui. Non, ça c'était Chirac. Chirac, il y a eu deux choses. Je faisais allusion à Sarkozy. Vous faisiez allusion à l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Ça a été quelque chose d'absolument... très mal perçu. Ça a été mal perçu, et pourtant, moi, je l'ai pris comme l'Africain mérite beaucoup mieux que ça.
Non, mais ça a été perçu. C'est très mal perçu, mais le propos en lui-même, on peut le comprendre. Il y a énormément de choses qu'on peut, quand on les relit bien à froid, etc. Sauf que tel que c'était dit, ça a été pris comme étant évidemment le blanc qui donne des leçons. On ne peut pas le comprendre, pardon, mais on ne peut pas comprendre cette phrase. Elle est absolument inacceptable. Elle est d'une arrogance absolue et elle est fausse. Les Africains sont entrés dans l'histoire. Les Africains sont dans l'histoire. Ils sont même historiquement les débuts de l'histoire. Ils ont été victimes aussi beaucoup de l'histoire. Ah bah ça c'est sûr. Oui, mais enfin ils sont dedans, ils sont à part entière dans l'histoire. Comment est-ce qu'un président de la République française, ancienne puissance coloniale en Afrique, peut dire l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire? Non mais pardonnez-moi. Non mais imaginez la perception des millions d'Africains de cette phrase. Je pense que c'est compréhensible aussi. C'est fini pour ce débat. On continue, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve dans un tout petit instant. Et merci à Philippe David pour cette précision. C'est lui qui m'a envoyé un texto pour me dire que c'était Nicolas Sarkozy. On se retrouve dans un instant. On va parler taxes. Est-ce que vous avez reçu votre taxe d'habitation? Mais non, votre taxe foncière. Mais non, c'est pas une hausse, c'est un réajustement. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, Alexandre Malafaille, dans un instant, on va parler de cette organisation à huis clos des rencontres de Saint-Denis avec vous. Sophie, vous aviez un coup de ricanement. J'avais un coup de ricanement parce que je trouve que ça finit par être du fédo ce qui se passe en politique. Entre le fameux dîner d'hier soir où on prend des plateaux repas parce qu'on veut pas être à côté à table du parti opposé, qu'on veut pas être à la table du président parce que ça fait présidentiel, qu'on accepte. Alors il y avait un arc républicain, il a disparu parce qu'apparemment il y avait le Rassemblement national qui n'est pas donc dans l'arc républicain mais qui était quand même là ce soir. En plus, on nous explique que c'est formidable, qu'on a baissé les impôts de façon considérable en France. Ils ont augmenté de façon considérable. Et nous sommes le pays où la taxe n'est pas un impôt. Ça, c'est beau. Taxer, c'est pas un impôt. Et on a reçu au MEDEF, où j'étais pendant 2 jours, l'université du MEDEF, la première ministre, qui sait aussi, ça c'est la formule consacrée des politiques, je me félicite. Ils se félicitent bien. Ils sont un pays, le président de la République avait une vidéo au début sur on est un pays pro-business. C'est vrai qu'il est plutôt pro-business. On est matraqué, cela dit, d'impôts et de taxes. Et quand c'est pas les impôts, c'est les taxes. Quand on déplace un impôt, c'est pour le mettre ailleurs. C'est terrifiant. Et donc, je veux dire, c'est... Et alors, pour le comble de tout, parce que je crois qu'il vaut mieux en rire, c'est plus un référendum, c'est un préférendum. Alors le préférendum, c'est quelque chose de magnifique. C'est un mot qui vient de sortir, un sondage qui a été invité par, inventé par. On en a beaucoup parlé. Donc je vais pas remettre mais une sur couche, les taxes, je suis assez d'accord avec vous parce qu'on a appris ce matin 50%. Oui, 50%. Il y a une commune dans les Hauts-de-Seine, Meudon, qui a augmenté de 39%. Paris, 50%. Meudon, 52. Grenoble, 30%. Et alors, les arguments, Grenoble, 30%. Alors, l'argument, c'est oui, mais la taxe d'habitation a baissé. Oui. Donc, a été supprimée. Donc, ça compense. Bah oui, non, ça s'appelle une augmentation. D'une main ce que vous donnez de l'autre. Et alors, le gouvernement dit, mais c'est pas nous. Ils sont autonomes. C'est pas du tout Bercy ni nous, le gouvernement, qui augmentons les taxes. Car les taxes sont dépendantes des collectivités locales et c'est pas nous. Et nous avions compensé complètement la taxe d'habitation. On leur avait dit le gouvernement de quoi compenser cette taxe, mais eux ils n'ont pas trouvé. Non, mais c'est effectivement. C'est un gag. On a appris donc Clément Beaune, le ministre des Transports, voulait l'instauration d'un tarif minimum des billets d'avion en Europe afin de lutter contre le dumping social. Il veut plus de billets d'avion pas chers. Parce que ce n'est pas possible. C'est pas bon ça ne reflète pas le prix pour la planète. Il y a ça. Ce matin, je vois également la carte avantage moins favorable à la SNCF, c'est-à-dire que elle va augmenter. Donc, hier, je suis passée devant une station-service à Paris, 2,50, 2,45 l'essence. Et je vous donne la parole après, Jean-Luc, je voulais aller faire ma grincheuse. Il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Ce matin, train à Montparnasse, train de banlieue, 2 trains annulés sans aucune raison. Vous allez sur le truc de la SNCF, pas accessible. Hier, je reçois un avis je raconte ma vie, un avis de passage du postier. Il y avait quelqu'un chez moi que j'engueule en disant mais tu n'étais pas à la maison. On me répond bah si. Et la personne me dit je suis allée à la poste et vous savez ce qu'on m'a répondu? Eh ben il n'a pas dû sonner.
Et donc, vous vous dites que tout... jamais les non, mais attendez, en Haute-Savoie, où j'étais en vacances, il n'y a plus de postier. Donc, je voulais me faire envoyer ma carte de crédit qui s'était fait avaler. Et on m'a dit, ah ben non, vous la faites pas envoyer. Il y a une distribution par semaine, voire 2. Manque de personnel. Non, mais donc voilà, il n'y a plus. Enfin, on parle de l'école, on parle de la police, on parle de l'hôpital, et on parle. Et puis ces plateformes qui sont insupportables. Je crois que vous avez vous aussi votre petite anecdote. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout passe par Internet, c'est pas possible. J'ai eu un petit souci pendant les vacances qui m'amène à faire jouer mon assurance voyage. Et le seul qui ne me donne pas les éléments dont j'ai besoin, c'est Air France. Parce que j'ai besoin effectivement de deux informations essentielles. Soit ils me remboursent mes taxes d'aéroport parce que j'ai pas pu prendre un vol. Soit ils me disent non, mais ça il faut au moins qu'ils me disent quelque chose. Et en plus l'assureur me dit on veut le barème, annulation, etc. Et ces informations-là, j'ai passé 3 heures au téléphone avec Air France. Ils ne savent pas comment l'obtenir. De toute façon, le seul moyen de faire une réclamation, c'est par le site et le formulaire réclamation. Et quand on leur écrit, j'en suis déjà à 6 semaines d'attente, j'ai pas de retour. Voilà. Et de toute façon, tout est comme ça. Et je voudrais juste faire un couplet quand même sur la partie fiscalité qui est vraiment intéressante comme sujet, parce que le taux de prélèvement de la richesse nationale aujourd'hui est passé à 45,4% contre 44,3% l'année dernière, donc plus d'1 point. Et j'ai quand même écouté, parce que j'étais aussi au MEDEF en début de semaine, j'ai écouté Bruno Le Maire nous faire une grande leçon pour expliquer quand même devant les entrepreneurs qui étaient là et devant François Lenglet qui finalement ne l'a pas contredit, ce qui est un peu décevant quand même, que ça avait baissé. Et il a donné deux démonstrations en disant voilà, les impôts sur le revenu étaient à 70 milliards, ils sont passés à 140, et les taxes sur la production étaient à je sais plus combien, 20 ou 30, elles sont passées à 110, mais ça a baissé. Il a réussi à faire ce tour de force d'expliquer, personne ne lui a donné un seau de goudron et des plumes pour lui dire maintenant vous sortez par là, quoi. C'est hallucinant. On ne se rend pas compte à quel point tout ça est en train de poser des problèmes vertigineux. Alors à la limite, si on ne sait pas financer, ou si on ne peut plus financer parce qu'il y a trop de problèmes, ayons un discours clair. Disons en français, écoutez, c'est le chemin, ça va durer encore quelques années, on est obligé d'en passer par là, mais soyons sincères. À la limite, on peut tous faire des efforts et comprendre qu'il faille en faire, mais arrêtons de prendre les gens pour des cons. Et vous savez quoi, ce qui m'inquiète beaucoup, on critique beaucoup Emmanuel Macron en disant il occupe l'espace et de la communication. Mais malheureusement, je ne pense pas. Je pense qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas du tout comment gérer le pays. Mais oui, mais ça m'inquiète beaucoup plus. Jean-Luc, ça m'inquiète beaucoup plus. Jean-Luc, sur c'est ce en même temps fiscal. En gros, il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais en fait, si, tout augmente partout et ça s'appelle quand même un impôt. Ce qui augmente le plus, vous l'avez remarqué, c'est l'inflation. Bien sûr. Et il y a un discours gouvernemental de la première ministre, des différents ministres qui disent non, ça baisse. Non, l'inflation ne cesse d'augmenter. Alors on sait pourquoi, c'est pas dû uniquement à la France, d'accord. Après, sur tout ce qui est taxes, et notamment taxes d'habitation, qui a été enlevée, et taxes foncières, on renvoie ça évidemment aux différentes communes, aux intercommunalités ou aux métropoles. Mais le gouvernement a dit on a payé ce qu'on devait payer par rapport à l'abandon de la taxe d'habitation, mais ça n'est pas vrai. En francs constants, en euros constants, pardon, vraiment l'ancien, en euros constants, non, ça n'a pas été payé. Non. Donc les différentes mairies, selon les endroits, alors Paris c'est spécifique, Alexandre, je ne vais pas défendre la gouvernance totale de Paris, mais les impôts locaux à Paris étaient quasiment les moins chers de France. Alors évidemment, et le mètre carré était le plus cher. Ah, quand même. Pardon ? Et le mètre carré était le plus cher, donc ça compensait un peu. Oui, il est devenu le plus cher, Alexandre, au fur et à mesure, on le sait, ça d'accord. Après, clairement, sur ce qu'on vient de discuter... Le stationnement à Paris, c'est 8 balles de l'heure. 8 balles de l'heure, Jean-Luc, 8 balles de l'heure, le stationnement dans la rue de Paris. En parallèle sur ce qui se passe au niveau de nos différents... de ce qui nous reste de nos services publics. L'Union européenne, depuis au moins 30 à 40 ans, n'a cessé de demander qu'on casse l'ensemble des services publics et qu'on les divise, qu'on les parcellise. Et c'est ce qui donne cette incompréhension complète au niveau de l'aviation, au niveau des transports collectifs, au niveau de la SNCF. Il y a au moins 10 succursales maintenant, si ce n'est 12 ou 15. Et quand on fait des réclamations, Alexandre, j'en ai fait comme toi, moi, des réclamations, on ne tombe jamais sur la même personne. Moi, la dernière réclamation que j'ai faite, c'est par rapport à une location de voiture que j'avais louée aux États-Unis. Ils m'ont pris 3 fois le prix que j'avais payé au départ. J'ai dit, mais elle va passer par le médiateur de la République. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai eue.
Ouais. Non, mais je pense qu'on a tous chacun des anecdotes de dysfonctionnement, mais on sent que tout se barre en couille, pardon de le dire comme ça, mais j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que ça se grippe. Et ça se grippe partout, et puis dénonçons quand même Internet. Enfin, ces plateformes qui sont parfois, il faut être bac+12 pour arriver à faire. Il n'y a que la plateforme des services fiscaux qui marche très bien. Il faut le dire. Exact, Alexandre. Total. On a des réponses. Bon, votre ricanement nous a emmené loin. Les taxes ne sont pas des impôts. Non, mais c'est pas un ricanement. Ouais, c'est un vrai coup de gueule. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de cette rencontre à Saint-Denis. Ils ont eu des plateaux repas, il paraît. Ça fait peuple. C'est bien. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, que s'est-il passé hier lors de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti? 12 heures de discussion. Écoutez ce matin ce que Christophe Béchu, donc ministre de la Transition écologique, répondait à Jean-Jacques Bourdin sur ce sujet. Que savez-vous sur ce qui a été décidé? Vous avez été le premier, je pense, à noter que tout ça s'est fait à huis clos, et dans un huis clos qui a été totalement donc vous ne savez rien, puisqu'on a confisqué les téléphones. Il y a eu évidemment quelques échanges à la sortie de cette réunion qui ont été assez largement partagés. D'abord, un premier constat, personne n'est sorti avant la fin, on nous promettait des claquements de porte, la discussion a eu lieu et elle a duré. Deuxièmement, le principe de se revoir a été acté. Troisièmement, pas de date. Pas de date. Ensuite, le président de la République a acté le principe qu'il y ait une conférence sociale sur les carrières. Voilà, on s'arrête là. C'est oui, vous dites c'est génial. Sociale sur les carrières. Parce que la seule décision prise qu'on a compris, c'est une conférence sociale avec l'ensemble des formations politiques. Ça concerne qui, la conférence sociale? Ça concerne l'intersyndicale qui existe toujours et le patronat. Ça concerne vous dites le patronat, un représentant du patronat, voire deux. Et j'ai dit le patronat 3 millions d'entreprises. Les entreprises, merci. Les entreprises. Et les représentants des différentes entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises. Très bien. Mais ça concerne ces gens-là. Et donc, pour le reste, c'était vague. Je ne sais pas comment ils ont pu tenir 12 heures. Oui, non, mais c'est sûr qu'on se demande pourquoi il y a eu des thèmes d'aborder. Il aurait peut-être fallu, j'entendais ce matin sur une autre antenne, choisir un thème, l'immigration, choisir un thème plutôt que de... On voit pas parce que là, il voulait réconcilier, il voulait pas l'avis des gens. Tout dépend quel était l'objectif. Oui, quel était l'objectif de cette réunion? Moi, j'ai un avis. Parce que attendez, laissez terminer Geneviève. Oui, merci Alexandre. Moi aussi, j'ai un avis. Donc, je pense qu'effectivement... C'était mon coup de cœur. Oui, c'est vrai. Zut, je l'ai zappé. Mais on va y revenir. Juste, on laisse terminer Geneviève. Évidemment. Je vous ai zappé. Je pense que l'objectif, c'était de calmer un petit peu le climat politique. Oui. Avant l'été, lors de la dernière session parlementaire, on a eu un climat politique qui était d'une extrême violence. On semblait avoir notamment les insoumis qui semblaient au bord de l'insurrection, en fait, certaines fois. Donc, Emmanuel Macron est parfaitement conscient qu'il a évidemment pas de majorité absolue, qu'il est obligé de fonctionner par recherche de consensus, et que même s'il n'y arrive pas, il faut en tout cas qu'il calme le jeu. Parce que c'est les 4 ans qu'il a encore devant lui vont dépendre du climat politique. Donc c'est d'une certaine manière cette volonté-là, calmer le jeu, et prendre aussi l'opinion à témoin que lui, en tout cas, aura tout fait pour que le jeu soit calmé. Et après, si les autres ne le veulent pas, la charge sera dans leur camp, en fait. Oui. Alors vous, c'était effectivement votre coup de cœur, pardon de vous avoir retiré ce coup de cœur. Mais coup de cœur, pourquoi? Pour cette conférence? Alors, coup de cœur, en fait, c'est un peu dans la ligne de ce que dit Geneviève. Moi, je donne un coup de cœur parce que je pense que, comme le disait le général de Gaulle, on ne peut pas faire de politique autrement qu'à partir des réalités. Or, aujourd'hui, dans l'arène politico-médiatique, les réalités, tout le monde s'en fout. On va dire, c'est d'abord, comme dirait Mélenchon, du bruit et de la fureur, c'est des coups de com', mais de la part de tout le monde. C'est-à-dire que les gouvernants font semblant qu'on l'a vu au MEDEF, tout va très bien Madame la Marquise, la vidéo de Macron c'était plus belle la vie, bon bilan, voilà, tout le monde est très content. Voilà, on oublie qu'on est assis sur un tas de bulles qui peuvent péter vraiment à tout moment. Donc cette réalité-là, elle est
impossible à saisir. Il y a trop d'aspérité dans les débats, trop de violence, trop de bruit, trop de coups de gueule, etc. Bon. Et il y a effectivement des problèmes qui sont majeurs. Et le choix de l'ordre du jour, même si effectivement il était dense, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Parce que là, à huis clos, il réunit les chefs des formations politiques. Lui, il connaît bien ces sujets. Là, maintenant, 6 ans d'expérience, il sait à peu près de quoi il parle. Voilà. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand même, il connaît ses dossiers, il sait de quoi il parle. Et il les a réunis pour leur dire des choses. Voilà. Et à huis clos, on dit attention. Attention sur la situation internationale. Voilà l'état des lieux. On a peut-être fait des conneries. J'en ai peut-être fait. N'empêche que ça va pas dans le bon sens. Ensuite, il les a réunis pour leur parler de régalien, d'autorité, de sécurité. Écoutez, on peut ne pas être d'accord. On peut dire la pauvreté. On peut dire il y a des problèmes avec les abayas. Ok, tout ce que vous voulez. N'empêche que la tendance n'est pas bonne. Ça se délite. Il faut qu'on fasse attention. Et après, il les a réunis pour leur parler de gouvernance. Il y a rien qui marche. On en parlait tout à l'heure. Donc, à un moment donné, si vous continuez à faire de la politique bruyante, de la politique spectacle, et si tout le monde continue comme ça, effectivement, ça finira par aller dans le mur. Alors, on ne sait pas qui gagnera en 2027, mais c'est même plus le sujet. D'abord, est-ce qu'on y arrivera et le pays sera dans quel état? Donc, je pense que ce type de message, de partage d'informations, de chercher à responsabiliser et de s'écouter aussi, parce que je pense que de l'autre côté, Macron n'a pas fait 12 heures de monologue comme il est capable de le faire. Je pense qu'effectivement, de l'autre côté, les chefs de formation politique ont passé des messages aussi pour que les exécutifs écoutent ce qu'ils remontent. Et attention à ne pas faire n'importe quoi en politique, arrêter peut-être l'autosatisfaction, arrêter le moi je, etc. Peut-être que tout ça aboutira dans un processus méthodologique à quelque chose qui apaisera, comme le disait Geneviève. En tout cas, moi je suis toujours prêt à écouter et à regarder les expériences en disant ça peut être le début d'un petit quelque chose qui fait que les chefs de parti repartent dans leur formation et ça peut avoir une influence. Alors, d'accord, sauf que, et là il était forcément perdant, et moi c'est ce qui m'exaspère. Parce qu'ils sont tous sortis en disant que ça allait pas. Mais c'est le jeu. Mais oui, mais il y en a marre du jeu. Non, mais ils sont pas sortis en hurlant. Et ils ont pas claqué les portes. 3h du matin, ils étaient hagards. Non, mais Manuel Bompard, ici, hier matin, chez Jean-Jacques Bourdin, disait on restera pas manger. Il a dit comme ça. Il avait faim. Donc, il restait. Donc ils sont restés. Je pense que les réalités auxquelles ils ont été confrontés leur fait prendre que la politique, c'est aussi être responsable. Oui, mais et je pense que ça peut avoir un effet positif. Il faut qu'ils cessent, eux. Je suis d'accord. Et puis d'abord, il faut essayer d'être optimiste. Et après tout, peut-être qu'ils ont été un peu convaincus. C'est vrai. Mais cette attitude de posture, ils ne sont pas prêts de la lâcher. Ils sont peut-être écrasés à 3h du matin. Ils étaient totalement hagards. Ils n'arrivaient plus à articuler. Si, quand même. 12 heures. Et les postures vont rester les mêmes. On ne veut pas céder un pouce au parti d'à côté. Oui, mais un auditeur me dit on ne peut pas reprocher à Macron d'essayer de débloquer la paralysie du débat politique. Donc peut-être que ça ne donnera rien, peut-être que ça donnera quelque chose. Il y a une forme de responsabilisation. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de garant d'institutions quand même apaisées, d'un mode de fonctionnement démocratique apaisé dans la 7e puissance mondiale. Il avait choisi un pensionnat, il pouvait dormir sur place. Bah oui, le choix, oui. Jean-Luc, vous... Moi, je ne crois rien à tout cela. Je veux bien qu'on parle d'apaisement. C'est de la com pour vous? Le pays, c'est forcément de la com. Un an, et tout sauf apaisé. Et qu'est-ce qu'a fait le président de la République? Est-ce qu'il a fait des preuves d'apaisement? Aucune. Alors je veux bien qu'une réunion puisse changer la donne. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vous lis le tweet d'Olivier Babot. Olivier Babot qui est un économiste, président... Un peu sociologue sur les bords. Président de l'Institut Sapiens. Il dit l'initiative d'ampleur aura pris la forme d'une rencontre qui débouchera sur une conférence accouchant d'un Grenelle, fixant des assises permettant de mettre en place des états généraux, menant à l'institution d'un comité organisant des réunions qui proposeront des initiatives d'ampleur. Et le cycle recommence moyennant un lourd rapport de synthèse à chaque itération pour relancer la machine. Il a raison à 100%. Je vous raconte juste une anecdote. Un jour, on m'a demandé de participer, puisque je faisais beaucoup de consommation, à des rencontres dans un ministère. Je crois que c'était sur l'obésité, la représentation des personnes, des différences en surpoids. Et il y avait des gens totalement irréconciliables, c'est-à-dire les fédérations des personnes en surpoids, de l'autre côté, les fédérations d'agences de mannequins. Évidemment, il s'est rien passé. Et donc, j'étais furieuse. Et il y a une conseillère qui m'a dit « Mais on s'en fout. Le but, c'était de dire qu'on les a rassemblés. » moi, j'avais pris ça au premier degré. En fait, ils ont fait ça pour la galerie. Il n'était pas censé en sentir quoi que ce soit. C'était de les faire se rencontrer. Cela dit, la galerie, c'est aussi significatif dans le monde dans lequel on vit. C'est ça qui est terrible. C'est que la com est tellement mêlée à l'acceptation politique,
à l'acceptation des décisions prises que on la met en premier, et c'est un tort, mais il est vrai que c'est complètement mêlé. Cela dit, je ne comprends pas. Là, je dis encore une chose, par exemple, savoir la simplification. Olivier Babot avait parfaitement raison. Quand on m'annonce des assises de la simplification, ça me rend dingue. Non, mais c'est hallucinant. C'est déjà compliqué. On va savoir qui y sera, comment, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on simplifie. Bon, ils font un sondage. On prend notre ami Frédéric Dabi. On lui dit de contacter 3000 chefs d'entreprise avec un sondage bien foutu. Quelles sont les simplifications dans votre entreprise, les simplifications administratives qui vont alléger le travail de votre entreprise et qui vont économiser? Bon. Ouais. Ils vont recevoir le résultat du sondage, ils vont l'analyser, il n'y a plus qu'à exécuter. Oui. Mais c'est tout. Sur la simplification, j'ai une anecdote très amusante. On peut la raconter parce qu'il la raconte publiquement. C'est Thierry Mordon, quand il était secrétaire d'État sous François Hollande, il avait été justement nommé aux premières années de son ministère, justement pour travailler sur la simplification. Il s'était associé à un grand patron français, Guillaume Poitrinal, qui était le patron d'Unibail, et ils avaient proposé tous les 6 mois 50 propositions. Ils ont commencé une fois avec plein de propositions pertinentes, intelligentes, opérationnelles, pragmatiques, etc. Ils ont fait ça une deuxième fois, et puis avant la troisième séquence, notre ami Mandon, il a vu arriver dans son bureau le secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, qui lui a dit: écoute, c'est bien tout ce que tu fais, etc. Mais ça va trop vite, ça remet trop de choses en cause, ça bouscule, etc. Tu devrais t'y prendre autrement, etc. Et Mandon dit: non, moi j'ai reçu mon mandat de François Hollande, je fais ce que j'ai à faire, etc. 15 jours après, il était à l'enseignement supérieur. Ouais. Non, mais Jean-Luc, commentaire sur ce qu'on vient de dire? Mais moi, des solutions existent si on veut bien prendre des solutions par rapport à la reconstruction démocratique dans le pays. Quand même, je ne surprendrai personne en disant que un grand nombre de pays de l'Union européenne, je parle de l'Union européenne des 15 ou des 16 historiques, regarde ce qui se passe en France de manière interloquée, en se disant: mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce pays, qui est un grand pays, tout le monde le reconnaît, est aussi en bisbille permanente, en opposition permanente? Et donc, ce qu'on peut attendre à un moment donné du président de la République, on parlait de référendum, allons-y, mais non, même pas, on parle de pré-référendum, ça devient absolument n'importe quoi. Reprenons à ce niveau-là, essayons de voir ce qui peut permettre de faire constitutionnellement alliance dans le pays, de faire que globalement on sorte de tout cela avec de la gouvernance possible. Mais qui a cette volonté? Qui a cette volonté? Il faut une volonté. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir des idées, des solutions sur le plateau et que ça ne semble pas passer par la tête de nos dirigeants? Nous, on a des solutions. Vous voulez dire le peuple? Oui, le peuple. On a du bon sens. Le bon sens, voilà, c'est le bon sens. C'est-à-dire que pourquoi ne pas aller voir les gens directement qui sont concernés plutôt que de. Mais moi, je pense quand même que les sujets sont aujourd'hui d'une extrême technicité et que les solutions de bon sens sont pas forcément des solutions. Pas partout. Et que les solutions de bon sens sont pas forcément des solutions applicables aussi facilement que ça. Et je pense que les solutions qu'on peut nous émettre dans le cadre de discussions familiales entre amis, café du commerce. Non, c'est pas ce qu'on dit. Il y a les professionnels savent ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Un patron de clinique, les médecins, un patron d'hôpital, il sait ce qu'il faut faire. Ils sont pas écoutés. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Oui, on l'a vu. Les services sociaux font remonter des informations. Enfin, tous les gens qui sont. J'ai pas dit que c'est facile, mais c'est faisable. Il n'y a pas de volonté politique, car on se nourrit, l'administration se nourrit de la complexité. Et le politique se dédouane par cette complexité. Non, je vous assure que je le vis, on a 17 fédérations, partout il y a des éléments simples. Et puis on complexifie tous les 2 jours. Je vais pas revenir dessus, mais moi je m'en remets pas. Vous apportez votre veste qui a un accroc, ne la regardez pas, c'est pas vrai. Non. Vous la portez parce que c'est vert et qu'il faut pas l'acheter, vous la portez à une couturière et vous avez un bon pour la faire réparer et pour faire ressemer vos semelles. Simplement, vous avez sélectionné les couturières. Enfin, c'est hallucinant. Je suis en train d'essayer là, parce que j'ai raccommodé un pull-over. Je suis en train de suivre le cursus pour faire accommoder le pull. Alors, d'abord, il faut. On n'a pas encore la liste de tous ceux qui sont agréés pour avoir le droit de raccommoder le vêtement sur lequel vous aurez une subvention. Ça date. C'est mais pas à quel possible. titre on est remboursé pour le raccommodage d'un pull? Mais oui. 20 €. Oui, 20 € pour raccommoder un pull. Jusqu'à 20 €. Mais qui est à quel? C'est l'État. Tout le monde? Tu déduis de tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de. Tout le monde. Et ressemener les chaussures. Ah bon? Oui. C'est comme la prime pour réparer son fer à repasser, son grille-pain. Absolument.
T'horrible, hein. Le ressemblage de chaussures est remboursé par l'État. Non mais pardonnez-moi. Mais c'est une honte. Mais moi j'ai hurlé là-dessus. Les bras m'en tombent. Mais oui, les bras m'en tombent. Et les mômes en plus, c'est pour que les mômes qui n'ont que des baskets qui se ressemblent. Voilà. Mais ils ont fait, ça n'arrête pas. Allez. Bon, c'est la pub. Une liste, hein. C'est la pub. Je dirais un mot sur les cordonniers. Vous après. nous direz qui sont les plus mal chaussés, on le sait. Non, c'est pas ça. On y revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous étions sur un sujet très intéressant et effectivement, pendant l'été, le gouvernement a annoncé qu'il lançait un bonus réparation pour les vêtements et les chaussures. Donc, comme le bonus, comme vous le disiez Alexandre Malafaille, après l'électroménager. Donc, on va pouvoir se faire rembourser entre 6 et 25 euros. Tous les ateliers, donc Bérangère Couillard, je ne sais pas si elle est toujours secrétaire d'État, vous savez ou pas? Je ne connais pas cette dame. Je connais pas cette dame. Si, elle devrait l'être quand même. Elle invite tous les cordonniers et les ateliers de couture à rejoindre le système et à être labellisés. Et donc l'aide pourra par exemple être de 7 euros pour refaire un talon et atteindre 10 à 25 euros pour une doublure. Donc en France, 3 milliards 300 000 de vêtements, 3 milliards 300 000 vêtements, chaussures et pièces de linge de maison ont été mis sur le marché, etc. Donc le but, c'est d'accompagner, le gouvernement est là pour vous accompagner, ceux qui font les réparations, également les enseignes qui proposent des services. Donc on va vous rembourser aussi si vous achetez. Alors j'aurais voulu lancer un cri d'alarme. Oui, j'aurais voulu lancer un cri d'alarme sur les cordonniers. Qui disparaissent. Bah ouais. Avant de partir en vacances, je vais apporter une paire d'escarpins. Moi, il m'arrive de porter encore des escarpins chez mon cordonnier. On dit encore les escarpins, c'est joli. C'est très joli. Oui, on dit ça, non? Oui, c'est très joli. Bon, et donc je porte des escarpins chez mon cordonnier pour faire refaire le talon, justement. Donc 7 euros, merci, je saurai pour l'avenir en octobre, de subvention. Et puis ça dépend des cordonniers. Alors, mon cordonnier me dit bonjour, ça sera prêt demain matin ou cet après-midi. Enfin, c'était vraiment très très rapide. Et je lui dis, ah bon, c'est rapide. Il me dit, bah ouais, j'ai plus de travail. Je regarde autour. Il me dit, j'étais obligée de licencier mon aide avec qui je travaillais depuis 15 ans. Je lui dis, ah bon? Et puis je regarde autour de moi et je vois effectivement, c'est une petite cordonnerie Montorgueil, formidable cordonnier. Je ne veux pas faire de pub, mais formidable. Et il y a quelques années, vous aviez en fait des amas de chaussures, de paquets. Ça s'amassait partout. Je me demandais même comment ils pouvaient retrouver les miennes quand j'allais les chercher. Et aujourd'hui, je vois quelques rares chaussures. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regardez les pieds des gens. Regardez les pieds des gens. Tout le monde ne porte plus que des sneakers. Et donc, les cordonniers, en fait, c'est une profession en voie de disparition. C'est absolument dramatique. Parce qu'effectivement, les gens achètent des chaussures pas chères, comme me dit un auditeur Made in China, et que c'est parfois compliqué de réparer. En fait, vous les jetez. On les jette absolument. On ne peut pas, c'est du plastique. Alors, je voudrais là-dessus avoir une petite analyse. Il faudrait quand même aussi réfléchir plus loin, parce que c'est évidemment stupide de faire des accompagnements pour rapiécer les vêtements. Mais c'est d'autant plus stupide que... Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que... C'est la réforme prévue par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. La loi AGEC qui s'appuie sur le milliard d'euros d'éco-contribution des producteurs. Bravo Valérie. Et les Verts sont complètement là-dessus. On est en plein dans ce qu'on appelle la déconsommation. En même temps, on nous dit développer nos entreprises, consommer plus. Aide au pouvoir d'achat aussi. C'est pas là-dessus, c'est sur les verres, c'est recyclé, etc. Oui, ok. Mais, alors, par exemple, les vêtements, je peux vous dire, parce que la Fédération du textile est chez nous à Éthique, je peux vous dire que ça va très très mal pour eux. Les vêtements se vendent beaucoup moins, ça va très mal. Donc la filière textile va être à aider. Mais en même temps, on vous dit surtout n'achetez pas de vêtements, rapiécez-les. Donc on va aider la filière textile en empêchant d'aller acheter. Donc on vous dit consommez pour aider les filières, mais surtout ne consommez pas. C'est la décroissance. On vise la décroissance, mais nous, entreprises, on nous demande de croître, de se multiplier pour qu'il y ait un zéro chômage. On est dans une contradiction et des injonctions contradictoires dramatiques. Ouais. Non, mais ce qui est terrible derrière tout ça, c'est la complexité. C'est-à-dire que derrière tous ces dispositifs, il y a des usines à gaz administratives qui doivent être mises en place. Imaginez le bien sûr, que ça veut dire que derrière, il y a toute une série de fonctionnaires dans les services qui vont bien, qui vont mettre en route les procédures, répertorier en validant par des sites qui vont bien les opérateurs, les cordonniers, les prestataires qui peuvent
peuvent faire le job. Derrière tout ça, ça fait bien sûr beaucoup de dématérialisation, hein, mais ça fait des procédures, ça fait des flux financiers. Bon. Ce que les gens ne comprennent pas, et c'est ça où le vrai enjeu de simplification, et malheureusement la tendance n'est pas bonne, c'est que tout ça coûte très cher. Non seulement ça coûte très cher, comme les dispositifs de contrôle, comme tout ce qu'on a mis comme normes dans tous les sens. Je vais vous donner un chiffre. Aux États-Unis, on dit que 10% du PIB américain est en fait lié aux boîtes qui sont les boîtes de conseil, les avocats et tout l'univers du contrôle. C'est-à-dire que c'est 10%. Ça veut dire que globalement, 10% du prix de tout est impacté par le prix de ce que coûte effectivement le conseil, les avocats, la défense, les attaques, les recours, la mise en place des normes, etc. Et dans les boîtes aujourd'hui, je ne sais pas si un jour Sophie a fait une étude là-dessus, mais je suis sûr que dans chaque produit final, le coût de toutes ces procédures, de toute l'administration, de tout ça, c'est peut-être 5 points, 10 points. Alors on parle de pouvoir d'achat, mais plus on rajoute en fait ce type de subventions, d'aides, plus ça rajoute des coûts de fonctionnement. Et au bout du compte, on ne peut pas faire baisser les prix parce qu'il y a trop de poids, il y a trop de poids de contrôle et d'administration dans ce pays et dans plein de pays. Et la tendance n'est pas bonne. Et l'Europe est en train d'en rajouter encore avec les futures obligations de reporting extra-financier qui sur le papier sont une bonne idée, mais qui dans la méthode vont être mises en œuvre d'une manière catastrophique. Et là, est-ce que Jean-Luc peut parler? Il est à distance, donc c'est compliqué. Je veux dire que le débat là me dépasse un peu. C'est globalement, on consomme trop, alors on jette. Donc l'idée de l'économie circulaire au niveau global, pas uniquement pour les chaussures qui valent 12 ou 15 euros, mais pour l'ensemble des produits, notamment électroménagers, par rapport aux produits de consommation relativement chers, il est extrêmement utile de faire de l'économie circulaire par rapport à l'utilisation des ressources naturelles et des ressources qui existent sur la planète. Ça, c'est le global. Après, localement, j'apprends, là, c'est passé inaperçu, cette histoire de remboursement. Oui, complètement, totalement. Je ne sais pas ce qu'a fait la secrétaire d'État, c'est pas possible. Au mois de juillet. Elle aurait dû faire la une, moi, ça m'a fait mon été, ça. Ah oui, mais il y en a plein qui ont réussi à causer, elle n'a pas réussi. Elle. Bon, passons. Après, sérieusement, il existe quand même, heureusement, de manière positive, des recycleries dans le pays qui font qu'on récupère des affaires, on les revend à bas prix par rapport aux gens qui en ont besoin. Et puis, je veux pas, il existe le secours populaire, le secours catholique, il existe Emmaüs, tout ça. On n'est pas directement dans l'obédience des Verts, Sophie, on est dans dans des gens qui s'occupent de la pauvreté dans le pays. Eh bien, c'est pour moi l'essentiel par rapport à tout cela, si ça peut aider. Et si cette mais c'est tout le monde. d'État le truc, c'est que c'est tout le monde. Oui. C'est vous, c'est moi, c'est le milliardaire. Oui, mais il n'y a pas de discrimination. Hein. Ouais. Oui. Moi, je veux bien qu'on relance les cordonneries, je suis d'accord. Hein, elles disparaissent les unes après les autres. Mais après... pour moi, le central, c'est comment on fait pour consommer mieux et pour ne pas jeter tout le temps. Ouais. Bah, écoutez, on va voir effectivement comment les choses vont se passer. Je pense que c'est consommer mieux personnellement. On n'a pas le temps d'entamer le débat, mais j'ai l'impression que le gouvernement va lancer des... Enfin, c'est toujours été le cas en politique, mais des petits contre-feux. Clément Beaune, ce matin, qui a annoncé qu'il était favorable à légaliser la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. C'est un contre-feu. Oui, c'est un contre-feu. Oui. Donc non, là, on ne va pas parler du fond, mais politiquement, Geneviève... Les questions sociétales, on vous balance des questions sociétales pour occuper les gens. C'est-à-dire quand vous avez effectivement un problème de pouvoir d'achat, on va vous occuper avec autre chose. Ouais. La GPA, je suis pas très compliqué. Sur le fond, c'est quand même très très compliqué. Ça pose quand même la question de la marchandisation du corps humain, donc c'est pas un sujet forcément un excellent contre-feu. Oui, c'est pas un sujet hyper consensuel. Je vais quand même juste là-dessus vous donner un exemple de la belle-fille de mon meilleur ami, terrible leucémie, traitement de choc effroyable pendant 8 mois. On lui prélève des ovules parce que elle avait 27 ans, elle était mariée, elle a guéri après des années, etc. À 35 ans, elle vient d'avoir son 2e bébé par GPA. Oui. Et ce couple avec son mari, et ça a été, alors c'est le bon exemple. Vous savez, Sophie, que la question, elle n'est pas là. Je sais. Vous savez que la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas du tout là, même.
Elle est un peu là quand même. Non. La question de société, elle concerne les couples homosexuels. C'est ça, en fait, la question. Il faut l'autoriser faut pas l'autoriser aux couples homosexuels. Bon, d'accord. Mais non, pas je discrimine. Un homme et une femme, je discrimine, ça me regarde. Oui, ça vous regarde, mais ils le font de toute façon aux États-Unis. Pour ceux qui le peuvent, il y a une vraie discrimination entre riches, pauvres, ceux qui sont riches. C'est vrai, riches et pauvres, ça, c'est une vraie discrimination. C'est un débat éthique majeur, et je ne sais pas si on l'a posé de la bonne façon. Oui. Voilà, je crois que là encore, on est dans des enjeux de communication politique pour faire bien vis-à-vis des uns, mais les vraies questions de fond sur ces sujets-là, à mon avis, sont pas adressées correctement, et c'est peut-être dommage. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.